Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, je suis super content de découvrir avec vous Emmanuel Hébert. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? J'ai vu ça, ton côté corpo. Oui, je me suis placé, là. Je suis prêt pour le podcast. Là. Hey, bon, je te fais la genèse de tout ça. C'est Blanche, ma coordo, qui m'a proposé de t'inviter sur le podcast. Oui, absolument. Et quand elle m'a dit ça, elle dit on pourrait inviter Emmanuel Hébert. Puis tout de suite, ça l'a allumé une lumière. J'ai fait oui, je le connais. C'est le gars qui a le manoir Black Swan et tout ça. Et là, j'ai commencé à fouiller sur toi. Puis j'ai pas trop fouillé non plus parce que je voulais en découvrir. Mais je vais le dire de même. T'es un pas pire de personnage. Merci. Je veux dire. Merci. Je trouve ça, il ferait ça comme un compliment. J'adore ça. Tout à fait. T'as le manoir Black Swan, t'es un antiquaire, t'es un artiste et tout ça. Merci. C'est d'autres compliments. Là. Tabarnouche. Mais raconte aux auditeurs, raconte-nous ton histoire. On veut savoir qui tu es. Puis après ça, j'ai plein de questions pour toi. Là, je pars de où, mettons, dans l'histoire de la vie du personnage? Moi, la première question qui me vient en tête, c'est... T'as quel âge? J'ai 36 le 4 janvier 2025. Okay. Bon, 36, antiquaire, antiquité. Ouais. D'où ça part? OK. Ça part d'un parcours entrepreneurial qui a débuté à mon adolescence. Là. J'avais un magasin de linge dans mon sous-sol avec des clothing racks dans le sous-sol de où est-ce que j'habitais dans le bungalow sur la Rive-Sud à 15 ans, mettons. Là. Je vendais du linge dans les parcs. J'ai hustle plein de trucs quand j'étais jeune. J'aimais cet aspect-là d'acheter et de revendre. La fibre entrepreneuriale, je l'ai toujours vue. C'est lorsque j'ai eu 18 ans que j'ai décidé de me partir en affaires. Officiellement, mettons, là, en louant une porte de garage, puis en faisant de ce qu'on appelait à l'époque l'esthétique automobile, qui est un nouveau terme. Là. On appelle ça encore esthétique automobile aujourd'hui, mais dans le temps, les dealers de voitures avaient des car wash. Là. Il n'y avait pas de centre d'esthétique. Là. Donc, de partir ça, j'avais regardé ce qui se faisait ailleurs de mieux, là, c'est-à-dire en Californie, à Miami, où est-ce qu'il y a toujours du soleil. Là-bas, ça existait déjà. Mais le terme ici était pas vraiment existant. Les nouveaux dealers de char commençaient à avoir un centre d'esthétique avec, mettons, une porte, là, mais le monde ne savait pas ce qu'ils faisaient vraiment. Là. J'ai développé ce marché-là sur la Rive-Sud de Montréal. Je me suis mis à faire des contrats à Montréal, mettons, dans des sous-sols, mettons, à l'île des Sœurs, sur des voitures exotiques. Ça a vraiment vite développé, mais je me suis vite rendu compte que j'aimais le faire, mais pas as a business. Là. Puis je me suis lancé, moi j'ai acheté 18 000 $ de stock, je me suis lancé dans la gueule du loup et je me suis vite rendu compte que finalement j'aimais ça le faire pour moi-même, sur mes véhicules, mais pas nécessairement as a business full-time. Fait que j'ai évolué, j'ai acheté une bannière qui s'appelle Crown à 20 ans, qui était la protection de carrosserie. Fait que je faisais des contrats gouvernementaux, le ministère du Transport du Québec, je faisais des gros contrats. Au final, j'avais un garage, puis je venais de me rendre compte avant que je n'aimais pas tant ça avoir un garage. Mais là, c'est une mine d'or. T'sais. J'ai eu l'opportunité, la business était en faillite. Puis pendant 3 ans, j'ai roulé ça. T'sais. J'ai acheté une business qui avait vraiment eu mal, puis je l'ai amené au meilleur de mes capacités. Ça roulait super bien. Tu vends une business quand ça va bien, hein, pas quand ça va pas bien. Ben, idéalement, Fait que j'ai eu un bon exit pour un jeune de 23 ans qui a tout donné qu'est-ce qu'il y avait. J'ai vendu à 23. Puis là, c'est à ce moment-là, pour répondre à ta question, que s'est passé bien des affaires dans ma vie. Parce que moi, j'étais un school dropout à 14 ans, j'ai pas de secondaire 2. Je suis éduqué. Je lis des livres, je m'éduque, mais j'étais perdu. Là. À 23 ans, j'avais de l'argent, j'avais une maison que j'avais achetée à 20 ans. Puis j'étais comme, bon, what's next? Puis je savais pas qu'est-ce qui était next. Là. Donc, j'ai voyagé. T'sais, la meilleure chose pour te découvrir, je pense, en tant qu'être humain, c'est pas aller en vacances. Là. On parle de voyage. Ouais, pas dans un resort. Là, exact. Là, tu pars avec un sac à dos, genre en Inde. Là. C'est ça que j'ai fait. Là. Donc, j'ai voyagé. Puis, pour me rendre compte qu'au final, à force de lire, je me suis posé la bonne question. C'est quoi que j'aime, au final? Qu'est-ce que je serais prêt à faire jusqu'à la fin de mes jours? J'aurais jamais vraiment l'impression de travailler. On entend souvent ça, mais je me suis vraiment posé cette question-là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais aimer faire ce que je fais? Parce que c'est pas toutes les passions qui sont bonnes à être monétisées. On est d'accord, là? Si... 100%. Voilà. Ça, c'est une chose que j'entends trop souvent. C'est de dire, prends quelque chose qui te passionne puis passe en business. Pas nécessairement. Pas nécessairement.
ça peut être excellent, mais ça peut être une catastrophe. Là. Si toi, t'aimes, je sais pas, moi, faire des foulards en crochet, puis tu triples. Comment ça, tu sais ça? Surprise! Aujourd'hui, on apprend que Marco aime faire du crochet. C'est ça, pour vrai? Non, Okay. pas tout. mais c'est ça, mais mettons que t'aimes ça, faire du crochet, puis soudainement, mais là, tout le monde veut tes foulards en crochet, puis là, tu commences à faire des toutous, tu commences à faire plein de choses, puis t'aimes ça, parce que tu le fais pour les gens que t'aimes, puis les gens trippent sur ce que tu fais. Là, tout le monde te dit, je sais pas, tu donnes ça en cadeau. Tu devrais acheter des emplois, engager des employés puis faire de la manufacture. Mais même plus petit que ça, pourquoi tu ne serais pas sur Etsy? Pourquoi tu ne vendrais pas tes trucs puis tu ne prendrais pas des commandes? Puis là, la personne est flattée. Tu sais, ah oui, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Mais à partir du moment que tu commences à avoir la pression de produire, puis tu commences à faire des modèles que tu n'aimes pas faire, puis ça se peut que ta passion devienne plus une passion, puis que ça commence à t'écœurer, puis que tu perdes cette passion-là au final, puis que tu dois faire un great reset au final avec ta passion, parce que tu t'es rendu compte que tu étais trop loin, puis au final, c'était pas une passion faite pour être monétisée. Fait que d'où vient ce que je viens de dire? Là? Ce qui est arrivé avec ton esthétisme de char. Tu tripais à nettoyer tes 100%. chars, tout le kit, ça en est devenu une business. Tu as dit, OK, j'aime ça nettoyer mes chars, mais je ne trippe pas nécessairement à nettoyer tous les chars de tout le monde. Mais mettons, esthétique automobile, c'est de la reconditionnement de peinture. Je n'ai pas précisé tantôt, mais moi, je restaurais des peintures de chars. Fait que c'est super trippant de le faire parce que du point A au point B, c'était comme incroyable. Là. Tu voyais quasiment des clients pleurer. Une voiture de collection, une vieille Jaguar V12. Puis là, tu traverses son char, il l'a jamais vu beau de même. C'était flatteur, mais j'aimais travailler sur ces chars-là. Mais malheureusement, c'était pas juste ça, mes clients. Des fois, j'avais une minivan qui a 18 ans, qu'il n'y a rien à faire avec, mais tu as le contrat, ça te rapporte 500$, mais tu passes 30 heures dessus, puis tu es comme fuck, j'ai travaillé pour vraiment pas cher là, en ce moment. J'ai un loyer, j'ai manqué des contrats à cause de ça. Fait que c'est du live and learn. Tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est le meilleur moment de ta vie pour apprendre. Là. C'est dans ta vingtaine. Puis bref, c'est à ce moment-là que j'ai voyagé, puis que j'ai appris, puis je me suis posé la question, c'est quoi que j'aime, qu'est-ce que j'ai goût de faire jusqu'à la fin de mes jours que je ne vais jamais m'écœurer? L'architecture, l'histoire, les antiquités, le design, c'est ce qui m'appelait le plus. Puis après fait que quand tu voyageais, c'était ça qui t'attirait? C'est ce que j'ai remarqué qui m'attirait le plus. Donc, après analyse, j'ai remarqué que ces choses-là, ils m'animaient vraiment. Je posais beaucoup de questions, puis c'était très instinctif. Là. Donc, je le voyais. Tu sais, quand tu as trop la face dedans, tu t'en rends pas nécessairement compte. Puis à mon retour, avec un pied de recul, j'ai commencé à analyser un petit peu plus qui j'étais, parce que je m'avais perdu. Là. Tu sais, dans ma vingtaine, tu fais j'ai tout le temps fait de l'argent. J'ai tout le temps bien gagné ma vie. J'ai tout le temps travaillé vraiment fort. Comme je t'ai dit, j'avais une maison à 20 ans. J'étais le premier de mes amis à avoir une maison. J'étais un school drop-out. Pendant que mes amis allaient à l'école, moi, je travaillais. J'avais de l'argent dans mon compte, puis je dépensais pas. J'étais hyper frugal quand j'étais jeune, puis je le suis encore aujourd'hui, malgré le fait que ça paraît pas. Là. Non, mais pour... je comprends. On en parlera tantôt, mais c'est ça. Donc, au final, j'ai décidé de devenir antiquaire. Je me suis dit, écoute, je vais regarder ce que le marché a de meilleur à offrir, puis je vais essayer de faire pareil ou encore mieux. Fait que j'ai regardé à New York, en Angleterre, c'est quoi le marché? C'est quoi une pièce comme ça, combien que ça vaut? Combien que ça peut valoir sur le marché international? Quand j'ai commencé à rencontrer des antiquaires au Québec, tout le monde m'a découragé. Il était comme, Emmanuel, c'est un marché en plein déclin, il n'y a plus d'argent à faire là-dedans, tous les antiquaires ferment boutique. Je comprends ce que vous me dites, mais vous faites les choses à l'ancienne, puis à l'ancienne, ça ne fonctionne plus. Mais si vous avez des clients un peu partout sur la planète, vous n'êtes pas limité à un marché en déclin à Montréal. Les antiquités, c'est un microclimat. À Montréal, à New York, même malgré le fait qu'on était à quelques heures de route, c'est pas le même climat. Là. Si tu vas sur Fifth Avenue acheter le même meuble que tu vas acheter à Montréal, dans une boutique sur Amherst, qui s'appelle plus Amherst de mémoire, mais bref, je pense que... c'est devenu un nom autochtone. Oui, mais absolument, mais c'est une rue très, très populaire. Notre-Dame, Amherst, à l'époque, pour les antiquités, c'est des rues très populaires. À Montréal, on était reconnus pour la qualité de nos antiquités. Parenthèse comme ça, une des raisons pour laquelle ça m'a interpellé, c'est que mon beau-père, qui est décédé aujourd'hui, a eu une boutique d'antiquités pendant des années sur Notre-Dame. J'ai travaillé avec lui en antiquité pendant... je te dirais un 3, 4, 5 ans. OK, tu as gardé ce lien-là en backup pour le podcast. Puis sais-tu comment ça s'appelait sa boutique? Comment? ADA. OK. Comme ton institut de formation. Fait que ça m'a vraiment frappé. J'ai vraiment trouvé ça particulier. Fait que nous autres, on était beaucoup dans de la reproduction de meubles antiques. Fait que c'est vraiment de la reproduction faite de façon plus primitive, j'imagine, québécois. Oui, québécois. De la table taper, puis des pattes tournées, tout le kit. Fait que, mais tu sais, j'ai gravité dans ce monde-là. Puis quand tu dis que
c'est en déclin, ben effectivement que c'était très, très archaïque de dire c'est le client, tu sais, c'est le client qui rentre par la porte, puis... Mais, absolument. Puis pour avoir connu le modèle d'affaires où est-ce que tu as pignon sur rue puis que tu attends tes clients, moi j'attendais mes clients dans le sens que j'ai un garage, là, mais j'étais booké des mois à l'avance. Là. Mes rendez-vous, c'est des mois à l'avance. Donc j'avais un succès en affaires puis j'avais pas nécessairement à attendre après mes clients, mais je savais comment c'était limitatif dans un domaine comme les antiquités. Tu es un chasseur de trésors des temps modernes. C'est ça ton rôle. C'est du picking. Mais moi, les pickers m'amènent des pièces. Fait que j'ai trouvé ma position pour ceux qui ne savent pas, du picking, c'est tu te promènes, tu cognes aux portes, puis tu... Ça, c'est à l'ancienne. À l'ancienne, Les pickers, c'est sûr. C'est ça. Là, tu vois, moi j'ai été... Tu connais les termes. Là, okay, là. Moi, c'était, tu sais, mon beau-père, c'était sa petite poche, là, sa petite poche avec de l'argent lousse dedans. Là, puis là, il se promène dans des vieux quartiers, puis là, tu vas cogner aux portes, puis à vous des meubles à vendre, puis tu ramasses des meubles à 50$ qui en valent 2000 quand ils sont restaurés et tout. Absolument. Mais toi, tu fais du picking, dans le fond, maintenant, je veux dire, le monde s'est rendu l'Internet. Fait que c'est-tu... Mais je vais t'expliquer. Je trouve ça fascinant. Je suis content que tu connaisses les termes, mais que tu connaisses aussi l'industrie, parce que c'est une industrie qui a beaucoup changé. Donc, les newcomers connaissent la réalité d'aujourd'hui avec Marketplace. Là. Moi, j'ai commencé avec une flashlight à la chute le mardi matin à 4 h du matin, là, avec des tables pliantes, avec des bâches bleues par-dessus. J'arrivais là à 4 h du matin avec une flashlight. C'est pas le même contexte aujourd'hui. La chute ne fonctionne plus. Marketplace existe. Il y avait Kijiji dans le temps, mais c'était pas la même plateforme, il n'y avait pas d'algorithme. On ne te feedait pas avec du stock tout le temps. La communication n'était pas interne sur la plateforme non plus. C'était par courriel. Mais oui, peut-être qu'il y avait le système de messagerie, mais c'était très archaïque. C'est pas ce que c'est aujourd'hui, définitivement. Exactement. Donc, si on regarde le marché de picker à l'époque, on allait cogner aux portes, comme tu as dit, les gens n'étaient pas nécessairement éduqués sur qu'est-ce qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas d'Internet, là. Fait que le monde ne savait pas. Ben oui, c'est à vendre, combien tu me donnes, puis c'était tout. T'sais. Puis moi, ces pickers-là, aujourd'hui, ces antiquaires-là qui ont 60, 70, 80 ans, c'est mes amis, puis ils me comptent ce temps-là. Puis leur savoir qu'ils m'ont partagé a fait en sorte qu'en tant qu'antiquaire, je me suis développé vraiment rapidement. J'ai pris le meilleur de tout le monde, puis je l'ai combiné dans ma passion, qui a fait en sorte que rapidement, j'ai pu en faire une business. Moi, je suis devenu antiquaire de chaîne internationale rapidement. Là. Puis tu as rajouté, tu es allé chercher le savoir des vieux sages. Puis tu as rajouté à ça la technologie. Ta jeunesse, la technologie, puis la connaissance du nouveau marché. Absolument. Okay. Ce qui a fait en sorte d'avoir un shift. C'est-à-dire que moi, j'achetais dans un marché qui était dégueulasse. Là. Le marché à Montréal, au Québec en général, même au Canada, c'est un super bon marché pour acheter parce que le marché est en déclin. Donc c'est l'offre et la demande au final. Là. Si tu es capable d'acheter dans un marché en déclin puis tu es capable de vendre dans un marché qui est en croissance, ben là, c'est là que tu peux faire de la bonne argent. Puis tu as amené l'aspect restauration tantôt. L'aspect restauration, c'est un gros aspect du markup parce que si tu es capable de prendre quelque chose puis de le restaurer comme personne ne sait le faire. Mais là, tu as un hedge. Puis moi, je suis devenu artisan restaurateur de luminaires d'époque. Donc, fait que c'est intimidant, l'électricité, pour la majorité des gens, connaître le code de construction, puis UL, CSA listed, tous tes composants doivent être listés quand même. Il y a des électriciens qui ne vont pas installer ta fixture s'il n'y a pas de mise à terre, mettons. C'est pas proprement fait. Donc, au final, je me suis vraiment expertisé dans cette niche-là qui est les luminaires d'époque. Puis c'est là que j'ai frappé des home runs. Je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Puis quand tu es niché dans le domaine, c'est là que tu peux faire de la bonne argent parce que il n'y a personne qui est capable d'accoter tes connaissances. Ouais. Donc, c'est drôle. Tu sais, j'ai un parallèle qui me vient en tête qui va avoir l'air boiteux un peu, là, mais tu sais, je trouve que c'est un peu comme la mode. Tu sais, un designer de mode qui est spécialisé dans ce type de conception-là. Ouais. La journée qui est connue mondialement, c'est de dire si je cherche ce type-là, je vais appeler. Je comprends ton lien, oui, absolument. Fait que toi, c'est de dire, parce que des antiquaires, il y en a énormément. Ouais. Mais là, toi, tu t'es spécialisé dans je pense que je dis pas généraliste, mais tu as beaucoup de choses, mais tu as une spécialisation aussi dans tout ce qui est luminaire. Donc, absolument. Un designer de New York qui dit cherche un luminaire, ton nom va sortir, puis il t'appelle. Puis le simple fait qu'il t'appelle de New York, tu le sais déjà que le prix va aller en conséquence parce que. Mais excuse-moi de te couper, mais en fait, pour lancer ce que tu viens de dire, mon prix ne change pas que tu viennes de New York, d'Australie ou de Montréal. Okay. Mon prix est toujours pareil, dans le fond. C'est-à-dire que moi, mon prix est universel. C'est mon prix à l'international, ce qui fait en sorte que je ne vends pas vraiment au Québec.
mon prix trop cher pour le Québec. Je comprends. Puis les seules fois que j'ai vendu au Québec, c'est pour des projets de réflexion patrimoniale, des projets que je travaille avec un designer, où est-ce que le designer, son rôle, c'est d'appuyer les pièces que je vends, puis mettre la valeur derrière pour leur projet. Donc là, déjà, le client est éduqué, là, mais si ce client-là est habitué d'aller au marché Saint-Michel, marché d'antan à Saint-Michel, en fait, là, puis voir des prix dérisoires sur des pièces, puis tu compares ça à ma pièce que j'ai passé 20 heures à restaurer, puis qui a une valeur marchande internationale. C'est de la valeur que je demande, c'est pas des prix ridicules, c'est-à-dire que c'est basé sur... C'est la valeur du marché. C'est la valeur du marché. 100%. Là, je veux dire, je me suis basé sur quelque chose pour mettre un prix. Il y a une fixture Art déco. Ça, c'est l'histoire là, qui a fait jaser en ligne parce que j'ai participé à un autre podcast, puis j'en ai parlé. Je l'ai vu. Ouais. Puis on a frappé vraiment un home run. Là. Ça a été le vidéo. Là, Parce que ça, c'est des luminaires. T'en avais acheté 2? En fait, c'est un lot que j'ai acheté d'un picker qui m'a... faire une longue histoire courte, là. Il y a un picker qui a communiqué avec moi. Dans le fond, j'ai plein de pickers qui communiquent avec moi, qui, au final, eux, ont des deals, puis veulent voir si moi, je suis acheteur, parce que je suis prêt à payer un petit peu plus cher que les autres, parce que mon markup est plus intéressant, je les restaure. Donc là, les opportunités sont plus grandes que si tu vends à d'autres pickers ou si tu vends à d'autres antiquaires qui vont pas nécessairement le restaurer, puis ils vont se faire des 50$. Le gars a trouvé le deal à 100$. Il m'a dit, donne-moi 100$, c'est à toi. Fait que lui, il n'a rien à faire. Il me donne le deal. Le deal, c'était un ensemble de fixtures Art déco, slip shade, mais c'est le modèle le plus rare. T'sais. Donc, le seul modèle comparable en ligne, de mémoire, il était presque 10 000$ canadiens. Puis moi, j'achetais le lot pour 200$. Là. Fait qu'il y en avait 2 comme ça, de mémoire, puis 2 paires d'appliques murales. C'était le deal du siècle. Moi, je les ai restaurés, je les ai vendus 23 000$ en Australie. Puis là, dans les commentaires, c'est comme t'es un esti de crosseur, t'aurais dû donner plus au picker. Écoute, moi, si tu me donnes ton prix, puis je l'accepte, le deal, il est fait. C'est parce qu'il y a une notion d'expertise aussi là-dedans, puis de dire que pour lui, ça vaut 100$, mais si lui, il l'aurait pas vendu 23 000$ en Australie. Là. Mais moi, je l'ai restauré. C'est ça. Voici le procédé. Là. Moi, je l'ai acheté. Fait que j'ai fait 2 heures de route pour aller chercher les pièces. Déjà du gaz puis du temps. C'est mon tarif horaire de l'heure, déjà là, si on le calcule là-dedans, ça m'a coûté de l'argent de me déplacer. Après ça, je dois les restaurer. J'ai passé peut-être 60 heures, 50 heures pour tout restaurer le lot. Fait que c'est quasiment... 50-60 heures, prenant en considération que tu as une expertise précédente que tu as accumulée. Que j'ai accumulée. Donc déjà là, absolument. Donc là, tu prends ça en considération, c'est déjà beaucoup d'investissement de ma part. Là, après ça, je les prends en photo dans mon studio. J'édite les photos. Je crée une belle description parce que les gens n'ont pas la chance de toucher à ces pièces-là lorsque ils magasinent en ligne. Là. Tu dois avoir des vraiment belles photos, mais la description doit vendre aussi. Donc, crée la description, pose ça sur les différentes plateformes de vente que tu as, puis après ça, tu le vends. Donc, tu le vends, tu payes une commission dépendant des plateformes, mais majoritairement, c'est 15%. Après ça, sur ton 15%, tu te fais payer en US ou peu importe la devise, tu as ton FX rate qui va t'affecter de 4-5%. Après ça, moi, sur le profit que j'ai réalisé, je paye des impôts. Fait que oui, quand tu dis 23 000$, ça a l'air immense. Hein. Mais j'ai 3 entrepôts. J'ai pas d'employés, j'ai des sous-traitants qui travaillent sur certaines de mes pièces, des artisans. Mais si tu regardes le bigger picture, oui, j'ai fait un bon profit. Mais c'est pas comme si j'avais trouvé de quoi... Parce que le monsieur, il avait trouvé tout le lot dans les poubelles. Le monsieur, tout d'abord, avait trouvé de l'eau dans les poubelles. Sa femme, il a dit comme quoi que ça devrait rester dans les poubelles si c'est dans les poubelles. Puis le monsieur a sorti ça, il a mis ça sur Marketplace avec des photos floues. C'est souvent le truc là, pour tout le monde à la maison. Les photos floues, c'est souvent les meilleurs deals sur Marketplace. Hein. Je veux dire, si la photo floue, c'est quelque chose qui a de la valeur. Là, j'ai trouvé une table dernièrement qui valait une fortune pour 300$. Je l'ai flippé à un autre antiquaire pour un profit immédiat pour montrer à mes élèves Antique Dealer Academy la puissance des connaissances, c'est-à-dire que j'aurais pu la vendre 5 000$ à table, avec un peu de patience, avec un peu de restauration sur le fini, etc. Mais je l'ai reflippé à un autre dealer en moins de 24 heures, puis j'ai fait 1 200$ de profit. T'sais. Fait que pas de restauration, pas rien. Là, j'ai été la chercher, je l'ai ramené chez nous. La personne a communiqué avec moi après que je l'avais publié sur les réseaux sociaux, ce qui est la force des réseaux sociaux d'ailleurs aujourd'hui. Tout le monde peut voir tes trucs. Là. Donc, c'est ça, on a quitté un peu la question, mais... Non, mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant parce que là, tu couvres un autre angle que je trouve le fun de dire, là, t'es un antiquaire international, mais là, tu as parlé de tes étudiants. Parce que là, tu as parti une académie.
qui est ADA. Absolument. La raison pourquoi j'ai parti Antique Dealer Academy, c'est que j'ai vu qu'il n'y avait pas de relève dans le domaine. Puis je voulais redonner au suivant dans le sens que je sais que j'ai tout ce savoir-là. Puis en sachant qu'il n'y a pas tant de compétition dans le marché, je ne veux pas nécessairement me créer de la compétition parce que je pense pas que c'est le cas. Mais je veux enseigner ce que j'ai comme bagage pour justement qu'il y ait de la diversité dans le domaine puis qu'il y ait une nouvelle ère d'antiquaire ou de picker ou peu importe. Puis je trouve qu'avec le bagage que j'ai, c'est un peu... je me sentirais mal de garder tout ce knowledge-là. Je veux le partager. Puis la meilleure façon aujourd'hui, c'est avec une formation en ligne. Parce que le problème qu'il y a du monde des antiquités, c'est clairement du bouche à oreille puis du millage. Il n'y a pas un diplôme en antiquaire. Il n'y en a pas. Puis moi, mes connaissances, je les ai acquises en buvant du thé dans des antique shops, passer mes journées là-bas, juste à regarder un peu ce qui se passe autour de moi, analyser les conversations, apprendre spécifiquement ça s'appelle comment, pourquoi que c'est pas une reproduction égyptienne puis que c'est un meuble qui date du 18e siècle, qui provient de telle place en France. J'ai besoin de ce knowledge-là. Puis si tu te colles pas à ce monde-là, comment tu vas l'apprendre exactement? Mais ce que je trouve, où est-ce que je trouve ça encore plus intéressant, c'est que tantôt tu l'as dit que chaque ville est un écosystème. Ouais. Fait que si on prend le monde de l'Antiquité, ça veut dire chaque ville a son propre écosystème. Chaque on va dire époque d'Antiquité et son écosystème. Ouais. Chaque, tu peux avoir, toi, tu es dans le luminaire, tu peux avoir les meubles, tu peux avoir les bijoux, tu peux avoir. C'est des écosystèmes. Absolument. Puis, en plus, tu as les modes qui arrivent où est-ce que des antiquités. Moi, je me souviens début des années 2000, ce qui était le meuble canadien, là, c'était populaire. Les gens ils faisaient des vieilles tables, puis des chaises en babiche, puis tout le kit. Ça l'a passé. Mais ça se peut que ça revienne dans quelques années. C'est des modes, absolument. Mais ça fait beaucoup, beaucoup d'écosystèmes à maîtriser. Là. Fait que c'est là l'intérêt de ta formation en ligne. Mais absolument. Mais en fait, tu parles des meubles primitifs. Là. Ces meubles-là, tu sais, il y a des armoires à 400 000 $ qui se sont vendues dans les collections privées. Là. C'est incroyable. Dans le fond, c'est notre histoire. Là. C'est au début de la colonisation. C'est vraiment une belle histoire au niveau des meubles primitifs. Moi, c'est moins mon jam parce que je suis vraiment dans l'opulence totale. Là. Ouais, j'ai pas vu trop de tables pas de tournée puis de chaises en babiche dans ton manoir. Exact. Donc, c'est sûr et certain que j'aime ça. J'ai un petit domaine de 1838 en pierre à Saint-Clotilde de Châteauguay, à 30 minutes du manoir. C'est d'ailleurs là que je vais déménager quand que je vais être en train de faire la phase 2. Donc, on va parler un petit peu plus tard. Mais c'est ça, j'aime le primitif. J'ai commencé à en acheter justement pour habiller, décorer l'intérieur de ce plus, mettons, modeste bâtiment-là. Là, parce que le manoir... ouais, modeste ne serait pas le terme que j'utiliserais pour définir le manoir. Exactement. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais c'est ça. On en parle-tu du manoir? On en parle. C'est le manoir Black Swan. Ouais. C'est parti de où, ça? Mais c'est une belle suite logique, ça, Marco. Parce que des antiquités, je me suis rendu compte que, moi, je veux pas me prostituer, je veux pas avoir une place, boutique, pignon sur rue, attendre un client, vendre en ligne une fois de temps en temps, mais d'avoir avoir de l'overhead, mettons, avoir un employé sur place quand que je quitte, aller chercher des pièces aux États-Unis ou en Ontario, ça faisait pas de sens pour moi. Donc, je me suis dit, moi, je resterais des pièces dans le sous-sol de mon bungalow à Châteauguay. Fait que c'était quoi le next step? Je commençais à faire de l'argent, j'avais de l'argent dans mon compte, pas d'engagement financier. What's next? Comment que je peux aller plus loin? J'achète un entrepôt, puis je me déplace quand même pour être à mon entrepôt. Le luxe de travailler à partir de chez vous, là, si tu connais pas ce luxe-là, c'est dur à battre. Tu te lèves chez vous. Je vais le reconnaître bientôt. J'ai eu 5 ans, 50 ans, j'ai eu un local commercial, puis ça finit à la fin du mois, puis je retourne à la maison. C'est un beau luxe. C'est d'autres difficultés, là, parce que c'est des sources de distraction, il y en a à l'infini quand tu travailles à partir de chez vous, mais à partir du moment que tu maîtrises comment bien travailler chez vous, c'est un des plus beaux luxes que tu peux t'offrir. Là, absolument. Donc, moi, je connaissais ça, je voulais pas aller ailleurs. Fait que j'ai commencé à dessiner les plans du manoir Black Swan. Je me suis dit, écoute, j'ai un demi-acre de terrain, puis je suis genre à faire les choses comme il faut. Là. Donc, je me suis dit, je vais bâtir un endroit à la hauteur des pièces que je vends. Puis j'aime l'architecture coloniale. Donc, j'ai dessiné ces plans-là. J'ai été voir mon architecte. J'ai fait comme, hey, what about we do this?
Puis elle m'a dessiné les plans. En fait, la phase 1 s'est faite avec plus ou moins de connaissances pour l'architecture, dans le sens que j'avais jamais développé des projets from scratch. Ça l'a donné ce que ça l'a donné, c'est-à-dire qu'au début, c'était un rough sketch, là. Après ça, on a commencé à faire comme plus les devis techniques. J'ai proposé ça à la municipalité. C'était très préliminaire. J'avais 3 étages. J'ai aucun bâtiment résidentiel avec 3 étages à Châteauguay. Mais par chance, mon voisin en avant, c'est un cimetière qui est vraiment les meilleurs voisins que tu peux avoir. Derrière moi, c'est la mairie. À gauche, c'est une école. Donc, 3 faces de mon lotissement, c'est la zone publique. Donc, j'ai quand même la chance de ne pas porter ombrage à personne. Donc, puis le projet est quand même assez gros, là. C'est 6500 pieds carrés de surface habitable. Donc, j'ai proposé le projet à la ville. Puis ça a super bien été, en fait. J'ai eu le feu vert, ça a été assez rapide. J'avais 2-3 demandes de dérogation mineure, mais c'était très léger. Le 3e étage, il y en était une, me rapprocher un peu de la rue, mais c'était rien. Puis j'ai commencé à apprendre les termes, j'ai commencé à comprendre un petit peu plus les relations municipales, politiques. Les délais. Les délais, mais j'en ai pas eu. Honnêtement, ça a super bien été. Donc, j'ai été super chanceux. J'ai commencé le projet en mars 2020, par exemple. Ah, ouais. Okay. As-tu un souvenir de ce qui se passait en mars 2020, Marco? Je ne suis pas souvenir du tout. Moi, c'est ça, c'est ironique. Moi, j'ai eu mon local commercial le 1er mars 2020. Ah, tu vois, on est dans le même... C'était un timing parfait. Dans le même timing, là, absolument. Par chance, j'avais déjà commandé mes bundles d'avance, puis j'étais déjà prêt. Mais reste que j'ai dû faire face à certaines difficultés, évidemment, mais ça m'a permis de prendre le temps de bien faire le projet aussi. Où est-ce qu'au départ, mes corniches, mon chapeau de cheminée, mes lucarnes, mes gouttières, c'était pas en cuivre, là. Ça a évolué dans le projet. J'avais déjà des tailleurs de pierre dans le projet, mais j'ai incorporé beaucoup d'artisans, ce qui a fait en sorte que le projet a l'air de ce qu'il a l'air aujourd'hui. C'est parce que j'ai pris le temps de choisir mon monde. Puis la vocation du projet, c'est vraiment de créer le patrimoine de demain. C'est-à-dire le patrimoine architectural de demain, on bâtit pour aujourd'hui, mais on bâtit pas pour demain aujourd'hui. Je te confirme que ça fait une trentaine d'années, une quarantaine d'années qu'on construit pas pour demain. Et voilà. Parce que tu vas dans des quartiers résidentiels des fois, puis tu es comme... Ben, tout est pareil, c'est l'argent, puis ça coûte cher bâtir aussi. Ouais. Donc, au final, on ne peut pas blâmer les gens qui bâtissent. Les gens ne sont pas prêts à payer plus non plus. Ben, c'est parce que je pense que la relation, puis ça, c'est un édito bien personnel. Je pense que la relation que les gens ont maintenant avec un domicile, c'est pas en tout la même relation qu'on avait, mettons, dans les années 50, 60, 70, 80, du fait que t'sais, à l'époque, tu achetais une maison, c'était ta maison. Ouais. Merci, tu sais. Acheter une maison, check, c'est réglé. Là, c'est j'achète une maison pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après ça, on va vendre, on va déménager, on va acheter plus grand, on va acheter plus petit et tout ça. Je comprends. Donc, on dirait que de faire sa propre maison, avec ses besoins à soi. Ouais. Moi, j'ai des gens que je connais qui se construisent une maison, puis ils construisent la maison en fonction de la revente. On a besoin de 2 chambres, mais si on fait 3 chambres, elle va être plus facile à revendre. Absolument. Fait que là, la relation a changé. Toi on s'entend que tu ne l'as pas fait dans une optique de revente. Là. Ben oui et non, parce que en étant un entrepreneur, tu penses tout le temps à l'aspect financier, au edge que tu veux milker la propriété dans le sens que si jamais je vends, si jamais ça répond pas à mes besoins, j'ai pensé à toute la conception du bâtiment en fonction que si je veux convertir un jour, parce qu'on va arriver de comment je l'ai bâti, là, ben au moins, le chiffre va se faire facilement. Puis tout a été réfléchi, les chambres ont été réfléchies, les salles de bain, etc. Tout a été réfléchi en fonction d'une transition vers du résidentiel, parce que la fonction du bâtiment restait résidentielle malgré le fait que... Fait que finalement, ton manoir, c'est... Toi t'as pris... J'ai besoin d'une boutique, j'ai besoin d'un entrepôt. Moi. Puis je veux travailler de la maison. Exact. Fait que je vais faire une grosse maison, je vais tout mettre là-dedans. Ouais. Puis ça va être ma boutique entrepôt en quelque sorte. Je le résume grossièrement, c'est un peu ça. Moi, grossièrement, c'est ça. En fait, j'avais besoin d'un endroit à la hauteur des pièces que je restaure. Je trouvais que ça mettait beaucoup de valeur. Mettons, tu restaures un chandelier à justement 15 000 $, mettons. Mais ce chandelier à 15 000 $-là, si tu le mets dans un décor qui rehausse un peu... je travaille dans un sol de bungalow en béton. Tu comprends que je pouvais pas faire ça, mais là, si tu le mets dans un cadre un petit peu plus luxueux... Il se vend moins cher. Inévitable. Tu sais, c'est où tu as moins le côté émotif de l'achat, de dire
qui serait magnifique dans ma salle à manger. Ou juste la confiance envers la personne qui te le vend. Tu sais, là, Effectivement. tu vois que la personne, OK, elle a des moyens. Comme la OK. photo floue. Oui, mais non, mais c'est ça dévalue l'item. Là, ça rehausse ta valeur de l'item, mais ça rehausse aussi ta confiance envers la personne avec qui tu transiges à l'international. Là. Tu sais, la personne, elle a pris des photos avec un white background. C'est différent qu'avoir des photos avec un white background, mais en plus, l'esthétique du bâtiment ou de où est-ce que les chandeliers sont entreposés. T'as définitivement une crédibilité. 100%. C'était ça l'idée. Ouais. Puis l'idée, c'était aussi de vivre au sein de ma collection. Puis c'était aussi, si j'ai des clients au Québec, d'inviter des clients chez nous avec un verre de scotch devant le foyer. Puis on parle d'une pièce quand même qui va coûter des fois le prix d'un char. Je voulais juste set de tombe pour te donner la meilleure expérience possible. Puis aujourd'hui, les expériences, on magasine des expériences. Tu vas dans un chalet pour vivre un certain type d'expérience. Les chalets ne sont plus des chalets standards. Là. Des chalets qui font vraiment parler d'eux autres, c'est des chalets qui t'offrent encore plus parce qu'ils veulent t'offrir une expérience. Fait que l'expérience client, le fait d'être chez nous, de t'accueillir chez nous, d'être en mesure de te donner tout ça dans un cadre résidentiel, on n'est pas pressé, c'est ça que je voulais offrir. Est-ce que, j'ai une question qui ne m'a pas en tête, c'est est-ce que le fait d'avoir ça t'aide à faire du upsell? Tu sais, un client qui vient acheter une pièce, puis il y a tellement de belles pièces de disponibles que tout que... Zéro, man. Non? Non, parce que je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il y a fuck all de mon plan qui s'est passé. Rien de tout ça, là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout fait ça. Puis j'avais pas tant décoré les pièces au deuxième puis au troisième étage parce que j'entreposais des antiquités là. Donc c'était super beau, mais c'était des pièces remplies d'antiquités. D'ailleurs, j'en ai une encore qui est comme ça, c'est la pièce des miroirs. C'est rempli d'antiquités, mais c'est beau. C'est comme décoré, mais c'est de même. Puis elle est super populaire. J'ai fait un cover de single de Jay Scott là-dedans, un cover d'album de Linda Lemay. J'ai fait des campagnes de publicité derrière juste cette pièce-là. T'sais. Fait qu'elle a de la valeur, mais ça a été grandement évolutif à cause du fait que des gens voulaient créer du contenu chez nous. C'était tellement over the top que j'ai eu des clients comme Corneille puis Lost qui ont voulu faire un vidéoclip. Puis j'étais en train de me bâtir. Là. Mes escaliers, c'est des 2x4. Ils voulaient un genre de manoir abandonné, puis ça fitait. Puis moi, je connaissais absolument rien du domaine de la création de contenu, de la production audiovisuelle. Fuck all. Donc, je reçois un set comme ça chez nous. Ils font un set comme ça chez nous. Puis quelques milliers de dollars plus tard, je suis comme, OK, on est là, OK. Mais je veux revenir en arrière parce que comment c'est arrivé? Si t'es pas impliqué là-dedans, tu connais rien, je veux dire, il y a quelqu'un qui t'a contacté? Oui, mais je suis tellement présent sur les réseaux sociaux. C'est ce que je pensais. Là, j'ai compris l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux avec les antiquités parce que le savoir est fait pour être partagé. Puis autant que j'emmagasine le savoir des autres, autant que j'aime le partager. Donc, pour moi, les groupes Facebook, publier, répondre aux gens, ça fait partie de mon identité. Là, tantôt, Blanche me demandait si c'est moi qui répondais à mes messages. C'est moi qui réponds à mes messages. Là. Même chose pour moi, ouais. J'ai littéralement posté la même publication dans à peu près 3-4 groupes. Puis j'ai eu 1,4 million d'impressions totales là, sur ces posts-là. Là. Des affaires comme 20 000 likes, 400 commentaires, des affaires ridicules parce que ça anime les gens ce que j'ai publié. Chris, je réponds à chacun des messages. Là. Merci beaucoup pour avoir pris le temps. Ou je réponds aux questions. C'est quoi la couleur de mes murs? Je réponds à tout. Parce que cette interaction-là va peut-être m'amener à des ventes, va peut-être m'amener à des opportunités. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est souvent ce que moi, j'appelle ça de la gestion de l'activation. Ouais. De dire, répondre à un message, c'est créer du contenu. D'une certaine sorte. Il y a différents stades. Tu peux faire des super belles vidéos, des podcasts, mais répondre à des messages, c'est de la création de contenu. Tu crées du contenu pour la plateforme, tu interagis avec les gens, tu transmets ton savoir, tu transmets ton expertise et tout ça. Fait que toi, tu as été communiqué. Dans le fond, tu étais présent sur les médias sociaux. Puis de toute évidence, tu n'étais pas présent dans une démarche de louer ta place pour des... Toi, tu faisais juste... Moi, ce que j'appelle, puis je fais une parenthèse là-dessus, c'est... Dans mes formations, je dis toujours aux gens, quand vous êtes sur les médias sociaux, assurez-vous d'avoir votre costume de super-héros. Tout le monde a son propre costume de super-héros, de dire que si je te dis Wolverine, tout le monde l'a en tête. Mais ce que je trouvais drôle, c'est que quand Blanche m'a parlé de toi comme invité, je l'ai tout de suite vu. Je fais « Ah ouais, je sais c'est qui. Ouais. » Tu sais, je veux dire, tu mettrais 100 personnes, puis il y en a un là-dedans, c'est Emmanuel Hébert. Ouais. Même si
on s'était jamais rencontrés, tout le kit. Je suis Absolument. comme, c'est lui. C'est facile parce que ton costume de super-héros sur les médias sociaux est tellement clair et tellement. Je comprends l'image que tu mets là-dessus, là, absolument. Puis ça aide parce que toi, tu es toi-même, en bout de Ouais. ligne. Je suis moi, voici ce que je fais, voici ce que je partage. Puis si ça intéresse des gens, good. Absolument. Puis si ça m'amène des opportunités auxquelles j'avais pas pensé, encore mieux. C'est là que ça t'a emmené à des tournages. Absolument, mais c'est ça le cas. En fait, je partageais chacune des étapes du développement du projet. Instinctivement, pour moi, je me dis, j'aime ça voir ce que les gens font. Fait que sûrement qu'il y a des gens intéressés à voir ce que je fais. Puis ce que je fais, c'est pas un petit projet non plus. Donc, je me suis dit que le fait de créer tout ça from scratch puis de le partager avec les gens, ça fait une histoire. Moi, ça me fait des données. Tu sais, dans le futur, je vais avoir toute ce data-là, je vais avoir toutes ces photos-là, puis la chronologie du bâtiment. Je trouvais ça vraiment intéressant à partager, autant pour moi que pour les gens que ça allait intéresser. Puis tantôt, tu parlais des commentaires, puis de répondre aux gens, puis l'importance de le faire. Moi, je connais l'émotion que ça me donne quand que j'écris, par exemple, un commentaire en dessous d'une vidéo, puis que la personne me répond. Je suis heureux d'avoir cette réponse-là parce qu'il y a une interaction qui se crée entre la personne qui a communiqué son message, puis moi, puis après ça donne une suite. Moi, si je le fais pas, mais c'est comme si je m'en calisse de ton message un peu. C'est le même que je me sens, exactement. mais c'est beaucoup de pression que je me mets en même temps parce que c'est pas tout le temps du gros volume comme ça de messages que j'ai à répondre, mais quand ça arrive, là, c'est intense. Puis tu ne choisis pas quand ça arrive. Quand il y a un post qui devient hyper populaire puis qu'il y a plein de messages puis que toi, tu es dans un projet, tu es comme, faut que je prenne le temps. C'est sûr, si je réponds dans 2 semaines, ça n'a pas le même impact que si je réponds instantanément. Fait que des fois, je dors pas beaucoup. Je dors bien, mais pas beaucoup. Non, mais honnêtement, je suis tellement dans plein de projets en même temps, mais moi, je suis drivé par ça. Fait que tant mieux. Puis je pense que quand tu es passion-driven, à un moment donné, tu ne regardes pas ça le temps, là, mais tu t'en rends compte que tu as 24 heures comme tout le monde, par exemple. Là, puis à un moment donné, tu es fatigué. Comme là, aujourd'hui, ce matin, je te mentirais pas, je suis fatigué. Parce que là, tu avais une rencontre avec... tu m'as dit que tu avais une rencontre avec des architectes, parce que là, pour le manoir, tu m'as dit qu'il y a une deuxième phase qui s'en vient. Mais attends, je sais qu'on a juste 1 heure, là, OK? Mais on a le temps, on a le temps. OK, on a le temps, OK. Oui. Mais je veux juste t'amener mettons du moment teaser, que... j'adore ça, là, rester à l'écoute. Ouais, exactement, rester à l'écoute. Mais non, absolument. Mais c'est cet aspect-là du projet, déjà d'avoir Corneille, Lost, une belle grande équipe, c'était pas un petit projet. Là, ils sont venus pendant 12-13 heures. C'était le producer, réalisateur était vraiment, vraiment... très talentueux. Le résultat est incroyable. Puis moi, j'avais jamais eu l'opportunité ni la chance de voir ce que j'ai créé sous une lentille professionnelle. Moi, je prenais mes photos avec mon téléphone. J'ai un côté artistique, mais photographie, j'étais nul. Je me suis grandement amélioré avec le temps. C'est toujours ça qu'il faut faire, là, habituellement. Mais c'est ça. Donc, moi, j'ai vu ça, puis j'ai fait comme « Oh shit, j'ai peut-être quelque chose ici. » Si quelqu'un a vu a eu l'intérêt comme ça, puis a vu l'opportunité derrière mon projet, peut-être qu'il y en aurait d'autres. Je regardais ce qui se faisait de mieux ailleurs. Premièrement, je regardais ce qui se faisait au Québec. Il n'y a absolument rien comme ça qui existait. J'ai recommencé à regarder au Canada, il n'y avait rien comme ça qui existait, sauf une place à Toronto. Le concept était intéressant, mais je me suis dit, une place à Toronto, je ne peux pas me baser là-dessus. Je commence à regarder à LA, où est-ce que c'est la place où on crée du contenu pour la planète entière. Puis ça existait là-bas. Des maisons de production qui étaient une maison habitée ou juste un set qui est une maison. Là,